L'actualité en Côte d'Ivoire, marquée par des manifestations à intervalles répétés après les mutineries du mois de janvier et à nouveau il y a 10 jours. Cette fois, ce sont des ex-combattants des forces nouvelles démobilisés, ceux qui avaient soutenu l'avènement d'Alassane Ouattara, qui s'affrontent aux policiers à Bouaké. En début de semaine, ces combats ont fait plusieurs morts. Mamadou Touré, bonjour. Vous êtes secrétaire d'État à la formation professionnelle en Côte d'Ivoire et porte-parole adjoint du RDR. C'est le parti du président Alassane Ouattara. D'abord, pour expliquer ce qui se passe et pour que ceux qui nous regardent comprennent bien, les ex-rebelles qui ont manifesté en début de semaine n'ont pas été intégrés à l'armée, contrairement aux soldats qui s'étaient mutinés il y a 10 jours maintenant. Le gouvernement a donné satisfaction aux soldats, aux mutins donc, et aujourd'hui, eh bien, ce sont les démobilisés qui réclament également ce qu'ils estiment être leur dû. Alors, il faut bien expliquer. En 2002, nous avons eu une crise armée en Côte d'Ivoire. Crise armée qui a été conclue par différents accords, notamment Marcoussis, Pretoria, ainsi de suite. Oui, à l'époque, Laurent Gbagbo était le président de la Côte d'Ivoire. Alors, pour le processus de sortie de crise, les différents combattants qui avaient rejoint donc les forces nouvelles ou la partie Gbagbo qui n'était pas forcément membre des forces de défense et de sécurité ont été identifiés comme étant des combattants à démobiliser et à désarmer. Cette population à démobiliser et à désarmer n'avait rien à voir avec les éléments des forces nouvelles, donc qui devaient eux intégrer dans l'armée parce qu'ils étaient aptes à rentrer dans l'armée. Donc en 2007, lorsqu'il y a eu les accords de Ouagadougou entre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro des forces nouvelles, il a été convenu que 5000 éléments des forces nouvelles jugés aptes à intégrer l'armée puissent intégrer donc l'armée. À ces 5000 personnes ont été ajoutées après 3400 personnes associées, donc d'où le chiffre de 8400 personnes aptes à intégrer l'armée selon l'accord conclu en 2007 à Ouagadougou. On parle face à cela de 6000 démobilisés qui aujourd'hui réclament des primes supérieures d'ailleurs. Hein, le processus de démobilisation des combattants donc, qui n'ont pas le statut de personnes aptes à rentrer dans l'armée a été lancé en 2003. Oui. Nous avons eu différents programmes qui ont abouti avec fortunes diverses donc à la démobilisation et à la réinsertion de ces ex-combattants. Mais vous convenez avec nous qu'à la faveur de la crise post-électorale de 2010, la plupart donc des jeunes qui avaient été pris en compte dans les processus de démobilisation se sont retrouvés à reprendre les armes dans le cadre de la crise post-électorale donc de 2010 et de 2011. Le président Alassane Ouattara, lorsqu'il est arrivé aux affaires, a mis un point d'honneur sur la rationalisation des structures d'aide à la démobilisation. On avait une quinzaine. Et toutes ces structures ont été fondues et il a été créé une seule autorité, donc l'autorité de désarmement et de démobilisation, qui a identifié la population cible. Sur quels critères avez-vous défini ceux qui étaient aptes à intégrer l'armée et ceux qui seraient démobilisés? Vous expliquez, dans les démobilisés, il y a en fait des soutiens du FPI. Oui, parce que vous avez deux groupes de démobilisés. Ce sont des critères politiques qui ont présidé à ces décisions? Non. Vous avez, dans le cas des conflits que nous avons connus en Côte d'Ivoire, vous avez eu des combattants qui étaient donc des forces nouvelles, qui n'étaient pas aptes à rentrer donc, dans l'armée selon les critères de l'armée. Mais vous avez eu beaucoup de groupes d'autodéfense et ex-miliciens qui ont combattu donc aux côtés des forces de Gbagbo qui n'étaient pas aussi aptes à rentrer dans l'armée. Donc ce sont ces deux catégories de personnes qui ont constitué le groupe de cibles à démobiliser. Et donc le processus qui a été conduit par l'ADDR a permis donc... Le processus n'était pas politique? Il n'a pas été fait sur des bases d'épuration d'une certaine manière? Il n'a pas été fait sur la base d'épuration, je vous donne quelques chiffres. Vous savez que 25 865 personnes à démobiliser étaient proches donc des ex-forces armées des forces nouvelles et 23 449 personnes proches des groupes d'autodéfense ou ex-miliciens de Laurent Gbagbo. Bien évidemment, il y avait, donc, ça fait en tout 49 000 personnes, mais il y avait aussi autour d'une vingtaine de mille de personnes qui étaient donc des personnes identifiées comme étant associées soit aux forces nouvelles ou associées au groupe de défense de Laurent Gbagbo. Ce sont des personnes qui à la base n'étaient pas forces nouvelles, mais qui à la faveur donc, du conflit ont intégré donc différents groupes armés. Alors, s'agissant des mutins, ceux qui ont obtenu satisfaction, qui ont mis fin à leur mouvement, il y a eu plusieurs phases de mutinerie, en janvier et puis à nouveau au mois de mai, il y en a eu d'ailleurs depuis 2014. Ils ont obtenu, à l'issue donc de leur dernier mouvement, le paiement de 12 millions de francs CFA chacun de primes, ça représente 18 000 euros. Les démobilisés réclament 18 millions de CFA, c'est 27 000 euros. Est-ce que vous ne craignez pas finalement que donner satisfaction aux mutins et à nouveau fait tache d'huile, comme ça avait été le cas déjà en janvier, où plusieurs secteurs de l'administration s'étaient mis à leur tour en grève et en mouvement de manifestation? Alors, pour vos téléspectateurs, il est important d'expliquer que c'est deux processus différents. Les démobilisés
Une fois le processus achevé, puisque 91% d'entre eux ont pu être effectivement démobilisés, désarmés et insérés, et pour la plupart ont retrouvé une vie active et sont retournés donc dans la vie civile, ont bénéficié des filets de sécurité de 800 000 francs CFA, à peu près 1100, 1200 euros. Ça, c'est ce que le processus a voulu. Pour les éléments que vous appelez les 8400, il s'agit donc d'éléments des forces de défense et de sécurité, enfin des forces de sécurité, qui estiment que, conformément aux accords de Ouagadougou signés en 2007, je vous ai dit que 5000 d'entre eux devaient intégrer dans l'armée et ces 5000, on a ajouté 3400. Ils estiment que durant toute la période de la gestion du processus électoral, ayant participé à des forces mixtes d'opération, de sécurisation avec les autres forces fidèles donc à Laurent Gbagbo, ils n'ont pas été payés pour le travail qu'ils devaient faire. Ce sont des montants assez importants. Hein. Lorsqu'on convertit même pour nous, ici en Europe, pour comprendre en euros, on est sur des montants qui avoisinent les 20 000 euros quand même par personne. Oui, ils estiment que toutes ces années de 2007 jusqu'en 2011, alors qu'ils devaient recevoir diverses primes, ils n'ont pas reçu donc ces primes. Vous voyez, ce qui est important aujourd'hui, et vous comprenez toute la complicité de la situation. Le président Ouattara se retrouve aujourd'hui à gérer un héritage d'une situation quasi difficile de notre armée. Oui, vous vous dites une situation dont il a hérité, c'est pas forcément ce que dit l'opposition. Pascal Affi-N'Guessan pour le Front populaire ivoirien, lui parle d'une dette contractée, une dette privée contractée par le président Ouattara pour son accession au pouvoir et qu'il veut aujourd'hui faire régler aux contribuables ivoiriens. Non, Affi-N'Guessan est bien président du Front populaire ivoirien. Il sait très bien qu'en 2007, Laurent Gbagbo, soutenu par le Front populaire ivoirien, a signé les accords politiques de Ouagadougou que tout le monde peut aujourd'hui visiter et que ce sont ces accords qui ont prévu dans un premier temps que 5000 éléments des forces nouvelles identifiés comme aptes à rentrer dans l'armée puissent donc entrer dans l'armée et qu'à ces 5000 personnes ont été ajoutées 3400. Alassane Ouattara n'était pas président de la République de la Côte d'Ivoire à ce moment-là et il n'a pas participé aux négociations à Ouagadougou. Donc pour vous, ce n'est pas un chantage qui s'exerce aujourd'hui de la part de personnes qui ont contribué en fait à l'arrivée au pouvoir à l'époque face à un pouvoir, celui de Laurent Gbagbo qui ne voulait pas quitter son poste, à l'arrivée au pouvoir donc d'Alassane Ouattara. Il n'y a pas d'une certaine manière la demande aujourd'hui du paiement d'une dette passée? Je ne justifie rien du tout. Ce qui est important, et ça a été dénoncé par tous, la méthode utilisée pour exprimer ces revendications, cette méthode-là a été donc dénoncée. Oui. Le chef d'état-major des armées a mis en garde les mutins contre des sanctions disciplinaires. Pourquoi toujours rien, y compris après le mois de janvier, puisqu'en fait il a fallu une nouvelle vague de mutinerie pour qu'ils obtiennent en plus satisfaction? Non, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de janvier, à la faveur de la première mutinerie, il y a eu un accord qui a été trouvé entre l'état-major de l'armée et ses soldats. L'accord donc qui a permis donc de payer 5 millions de francs CFA et avec le reste, les 7 millions qui doivent être payés dès le mois de février à raison de 1 million de francs CFA par mois. Entre-temps, vous savez que la Côte d'Ivoire a été confrontée à la crise du cacao, avec les grèves des fonctionnaires, ce qui a contraint l'État à d'autres dépenses. Et l'état-major a obtenu donc de ses soldats le report de 3 mois du paiement donc de ces primes. Il se trouve que les différents délégués désignés par ces soldats eux-mêmes, à partir des négociations avec des religieux ou avec donc l'état-major de l'armée, ces représentants ont annoncé devant le monde entier renoncer donc aux 7 millions. Apparemment, ils l'ont fait sans l'accord préalable donc des autres soldats. Cette déclaration qui a mis le feu aux poudres. Et ce qui a entraîné tout ce que vous avez vu. Le plus important aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un accord finalement entre l'état-major et ses soldats, cet accord qui a permis donc de ramener le calme et aujourd'hui tous ces soldats sont retournés en caserne. Et vous dites non aux démobilisés, eux n'auront pas droit aux mêmes conditions. Ah non, le gouvernement a prévu, vous savez, sur un peu plus de 60 000 ex-combattants qui ont été démobilisés, à la date du 30 juin 2015 où l'autorité de démobilisation a vu sa mission terminée, il restait un nombre résiduel de 6 000 personnes. Et ce sont ces 6 000 personnes qui manifestent. Le gouvernement, pour ce que j'ai entendu, entend prendre des initiatives ces prochains jours en créant un fonds qui sera donc logé auprès de la ministre de la Solidarité,
en vue d'aider donc à parachever le processus d'insertion de ces personnes. À hauteur, et des primes à hauteur de 18 millions d'euros CFA chacun, ça pour vous c'est inenvisageable? Écoutez, j'ai pas entendu le niveau de prime exigé par ces démobilisés. Et je ne veux pas rentrer dans des débats sur ça, mais ce qui est important et que nous devons tous regarder, c'est la volonté politique d'aider à l'insertion de ces jeunes qui sont en attente donc de perspectives. Et le gouvernement a décidé de les aider à se resocialiser. Le message que cela envoie à l'étranger, notamment aux investisseurs qui sont revenus en masse depuis 2011 en Côte d'Ivoire, est-ce que vous ne craignez pas que ça décourage finalement les initiatives extérieures? Écoutez, tout le monde a dénoncé ce qui s'est passé en janvier. Quand vous avez un pays comme la Côte d'Ivoire qui depuis bientôt 4-5 ans est dans une bonne dynamique économique, avec tous les voyants qui sont verts, nous avons un taux de croissance moyen de 9% par an. Quand vous avez un pays qui avait eu beaucoup de retard dans les domaines sociaux, éducation, santé, mais qui est en train donc de les rattraper, bien évidemment, de tels incidents sont de nature donc à inquiéter. Le plus important pour nous aujourd'hui était donc, en tout cas je pense, d'obtenir le calme, et le calme a été obtenu. Il faut maintenant travailler à ce que cela ne se reproduise plus. Et la transparence, Amnesty International réclame une enquête indépendante pour élucider les conditions dans lesquelles 8 personnes au total ont trouvé la mort lors de ces différents mouvements du mois de mai. La Côte d'Ivoire a toujours été ouverte à toutes les enquêtes. Amnesty International pourra vous dire que depuis la crise post-électorale, la Côte d'Ivoire n'a jamais entravé le travail des organisations internationales, et donc elle pourrait éventuellement mener donc des enquêtes pour conclure donc sur ce qui leur semble nécessaire. Et bien évidemment, le gouvernement prendra aussi des initiatives, mais ce qui est important et en rapport avec votre question, c'est que les fondamentaux de la Côte d'Ivoire sont là. Ce qui s'est passé est assez grave, mais la Côte d'Ivoire a été assez solide pour gérer cette situation. Aujourd'hui, le calme est revenu, et c'est le message que je voudrais, en tant que porte-parole adjoint du RDR, lancer aujourd'hui. La Côte d'Ivoire continue sûrement sa marche. Merci beaucoup, Mamadou Touré, d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.